nous fait une transition toute trouvée avec le second temps d'échange que nous allons avoir sur les opportunités justement pour les associations avec ou sans salariés. Dominique, vous allez garder la parole. On a pris un peu de recul, on a bousculé certaines idées en ouvrant le champ des perspectives. Et maintenant, Dominique, vous allez balayer quelques-unes de ces possibilités justement pour apporter des compétences complémentaires que n'auraient pas en interne les associations. Quelles sont les opportunités qui vous paraissent les plus prégnantes, les plus utiles pour les associations avec ou sans salariés? Alors, si on est quand on démarre une association, en règle générale, on n'a pas de salariés. Il ne faut pas se faire d'illusions. Quand on démarre ou quand on est une jeune association, on est vraiment sur la base du bénévolat. Donc là, c'est le recrutement des bénévoles, mais qui aujourd'hui pose problème. Moi, j'ai été halluciné cette année du nombre d'appels à bénévoles d'un certain nombre d'associations, que ce soit d'ailleurs sur Facebook, mais aussi sur les réseaux tels que LinkedIn, où on voit bien d'ailleurs les associations qui arrivent sur LinkedIn de plus en plus et de manière prégnante et qui font leur appel au bénévolat sur LinkedIn. Avant, on ne le voyait pas. Donc ça montre bien cette nécessité de se professionnaliser, parce qu'à qui on s'adresse sur LinkedIn? À des professionnels. Donc il y a la recherche, effectivement, dans un premier temps, de bénévoles. Il y a la recherche aussi, on peut se mettre à la recherche de mécénat de compétences. Et c'est ce que Olivier venait d'évoquer. C'est vrai que quelqu'un qui peut bénéficier de l'accompagnement pendant 1 an, effectivement, sur peut-être l'élaboration de la stratégie, que sais-je, moi, les affaires publiques ou d'autres choses, ça c'est extrêmement précieux, parce que là, dans le cadre du mécénat de compétences, on a les compétences qui sont proposées directement. Après, honnêtement, qu'est-ce qui reste pour l'association où il n'y a pas de salariés, bénévolat, mécénat de compétences? Elle peut aussi aller chercher du côté du service civique, des volontaires du service civique et du volontariat. Mais là aussi, alors le volontariat, c'est plutôt pour les personnes à partir de 25 ans, mais ça va nécessiter là quand même de verser une certaine somme tous les mois. Donc là, on se retrouve avec la problématique du coût. Donc ces associations jeunes vont plutôt aller vers le service civique et les volontaires du service civique, où ils vont avoir des jeunes de 16 à 30 ans pour les personnes en situation de handicap, puisque les personnes en situation de handicap, elles peuvent faire un service volontaire jusqu'à 30 ans. Donc là, effectivement, là, on a des aides de l'État qui sont très, très importantes, mais on se retrouve comme ça. Pour reprendre l'expression ça va être le geste du refrain en conclusion tout à l'heure. On se retrouve comme ça. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement encadré. C'est que des missions qui sont reconnues d'intérêt pour la nation. C'est pas tout, c'est pas open bar, on va dire. Voilà, c'est pas tout et n'importe quoi. Il faut que les missions s'adressent au plus grand nombre. Donc on ne peut pas avoir de critères d'orthographe, on ne peut pas avoir de critères de diplôme, voilà. Donc ça demande un peu aux associations une certaine agilité pour arriver à créer la mission qui va bien, qui va faire que quand même ils vont attirer des gens avec des profils qui les intéressent. Et puis très vite, ils peuvent avoir une tape sur les doigts parce que ils ont, dans leurs volontaires, on remarque qu'ils ont que des personnes diplômées, bac+3, bac+5. Donc ils peuvent vite avoir une tape sur les doigts parce que c'est de l'argent public, donc il y a des choses contraignantes à faire. Néanmoins, quand on arrive, il peut y avoir des missions sur lesquelles les volontaires du service public sont vraiment utiles et on peut, quand on connaît bien le système, on peut s'en arranger et avoir un mix de missions qui fait qu'on a à la fois les profils qui nous intéressent, etc. Mais c'est des missions de courte durée, 6 mois, 12 mois maximum, avec une préférence pour le service civique, pour l'agence du service civique autour de maximum 8 mois. Donc c'est quand même très contraignant. Donc ça c'est pour l'association sans salariés. On évite quand même dans des limites. Alors là, ce qu'elle peut quand même trouver, si elle a un peu de budget, elle peut commencer à solliciter des personnes en freelance qui ont les compétences qu'elle n'a pas et dont elle n'a peut-être pas besoin à plein temps ou voire même à mi-temps. Donc on peut, la première compétence qu'on peut externaliser et que je recommande fortement d'externaliser, c'est la comptabilité. C'est avoir un expert comptable. Après, deuxième compétence, on peut, alors souvent l'expert comptable, il y a un interlocuteur juridique aussi pour tout ce qui concerne le droit social, etc. Si on envisage d'engager quelqu'un, il pourra être de bons conseils, etc. Après, deuxième expertise, deuxième freelance, c'est pour les associations qui font du plaidoyer. Bon, Alandar, je pense que c'est toi, mais d'autres structures, effectivement, sont passées
par du freelance, parce qu'effectivement, ils n'ont pas besoin de quelqu'un à plein temps sur du plaidoyer, ou en tout cas, ils n'ont pas quelqu'un qui ait la polyvalence, ou ils n'ont pas repéré quelqu'un qui ait la polyvalence, parce que Sonia, elle fait quand même beaucoup de choses. Donc, effectivement, on peut effectivement aller trouver quelqu'un qui a cette compétence et qu'on va engager en tant que freelance. Donc ça, voilà, j'ai donné ces exemples-là. Ça peut être un juriste, ça peut être ponctuellement une secrétaire aussi. Il y a des associations, effectivement, sur des missions de secrétariat. Ils prennent du secrétariat, mais ils en prennent 5 heures par semaine. Ça leur évite, voilà. Donc il y a tout le côté freelance. Alors bien évidemment, en faisant attention que ça ne puisse pas être requalifié en salariat dans certaines situations, mais voilà, ça c'est pour l'association effectivement qui n'a pas de salariés. Lorsque le pas est franchi, qu'il y a déjà un premier salarié, là on va pouvoir s'adjoindre des stagiaires, maximum 3 dans l'année par salarié, on va pouvoir s'adjoindre des alternants, maximum 2 par salarié, et on va pouvoir là aussi compléter avec les bénévoles qu'on va recruter, mais qu'on pourra peut-être mieux encadrer parce qu'il y a un salarié qui est là à temps plein ou à mi-temps, mais en tout cas qu'on pourra mieux encadrer. On va pouvoir aller on va pouvoir continuer à compléter avec du freelance, etc. Et donc moi je dirais, aujourd'hui ma recommandation c'est l'agilité. En fait, il faut être agile. Dans l'association, s'il y a un mot-clé, c'est l'agilité. Oui, le mot a déjà été dit plusieurs fois depuis le début, je pense qu'il sera redit à nouveau. Est-ce que ça nécessite d'avoir des locaux et donc une présence physique? Parce qu'on voit de plus en plus d'associations qui n'ont pas de bureau, où on travaille tous à distance les uns des autres, pour des stagiaires, pour des... Alors, pour les stagiaires et les alternants, ça va quand même être très très compliqué de ne pas avoir un local ou au moins un espace de coworking quelque part où on puisse accueillir la personne. Honnêtement, moi j'ai eu l'information là récemment d'un stage d'une jeune femme qui était d'abord stagiaire puis qui est devenue alternante dans la même structure. Elle avait déjà commencé à souffrir un peu comme stagiaire, mais alors comme alternante, c'est vrai, elle est devenue très en souffrance parce que si vous faites tout en télétravail, c'est quand même très très compliqué. C'est quand même pas la même qualité que d'avoir à certains moments, enfin moi je suis désolée, mais le contact, la machine à café, la productivité autour de la machine à café, on le sait bien que ça existe, que c'est une réalité. Donc la personne, l'étudiant, stagiaire ou alternant, qui se retrouve une partie du temps à l'école, alors au moins il y a ça, c'est qu'ils ont quand même cette partie du temps à l'école, mais pour tout le reste, qui sont complètement isolés chez eux, où ils n'ont que des contacts avec l'association, que par visioconférence, ça me paraît très compliqué. Donc non, il faut au moins avoir un lieu d'accueil. Autrement, ça ne me paraît pas accessible. Sonia ? On a essayé. C'est du vécu. On a essayé. Un stagiaire, école de com, un fiasco. À déconseiller complètement. À distance ? À distance. 100%. Ah oui, c'est pas possible. 100% en distanciel. 100% à distanciel. Ça l'arrangeait parce qu'il était hors Paris, etc. Ça a été une catastrophe. Il n'a pas été capable. Après, ça dépend des âges et des profils, mais il n'a pas été en capacité d'avoir la maturité de gérer son temps. Et je crois que là, ce qui est très intéressant dans ce que dit Dominique, c'est qu'on se retrouve avec les mêmes problèmes qu'un chef d'entreprise. Absolument. C'est exactement les mêmes. Nous, on fait beaucoup de télétravail chez nous. Et d'un autre côté, il est hors de question qu'on ne garde pas un bureau central parce que les gens aiment bien s'y retrouver. Ils aiment bien être en équipe. On aime bien déjeuner ensemble. Donc c'est un lieu de vie, c'est plus le bureau tel qu'on l'utilisait avant. C'est devenu un lieu de vie, on a changé plein de choses à l'intérieur à cause de ça. Et je crois que toutes les problématiques qu'évoque Dominique sont parfaitement vraies. Faut arrêter, quand on est patron d'une association de malades, de vouloir faire le ménage, la compta, le machin. Parce que vous avez un potentiel de temps et d'expertise et de connaissances et de stratégie qui fait que si vous le passez à faire du ménage, vous perdez ce temps-là. Donc, ne vous privez pas de prendre un comptable qui, lui, va avoir une vision beaucoup plus large sur les choses, va vous donner des conseils en permanence, va être là pour faire en sorte que vous ne fassiez pas de bêtises sur le plan financier et juridique. C'est hyper important. Ça va vous rassurer, ça va vous permettre de dormir. C'est déjà pas mal. Un comptable, ça permet de dormir. Je trouve que c'est vraiment dans une structure, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais surtout, privilégier la compétence. Toujours la compétence et l'expertise.
Donc ne dérogez pas à cette règle de vouloir faire en sorte que on va tout faire à l'intérieur de l'association et puis on va rester comme ça. Non, on perd du temps, on perd de l'efficacité. On n'est pas sur le terrain, on est voilà. Et donc quelque part de l'argent, du temps, de l'efficacité, donc quelque part de l'argent. Quelque part de l'argent. Quelque part, c'est une attitude qui peut bloquer complètement le développement d'une association, qui fait que, elle va peut-être avoir un peu de bénévoles, mais quand elle voudra passer au stade d'engager un salarié, ça va lui être compliqué. Et qu'il y a quelquefois l'attitude nez dans le guidon, où on essaye d'avancer, du coup d'accumuler, et comment on arrive à prendre quelque part un peu ce recul-là pour prendre en vue la situation de son association et déterminer les besoins. C'est un peu ce qu'on fait là, c'est un peu ce que vous allez faire dans l'atelier tout à l'heure, d'avoir quelques questions qui pourront vous faire rejaillir. C'est la question, on en parlait en préparant aussi l'émission, de l'acquisition, valorisation de compétences. Je ne sais plus lequel de vous en parler, pour pouvoir aller plus loin. Et comment rester agile, parce que c'est le mot qui revient beaucoup. Comment on peut rester agile en est dans le guidon? Comment on prend ce recul dans vos expériences? Et là aussi, je pose des questions dures. Vraiment, on est dans le dur. Là, on est dans le 3e webinaire et on va dans le dur. Mais on est dans ce problème-là, ce problème de se dire régulièrement, il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on pose les choses, qu'on arrive à faire le pas de côté, aller chercher la compétence ailleurs. Je pense qu'on en est tous un peu là. Et finalement, c'est peut-être aussi à ça que sont censés servir ces moments de bilan financier, d'assemblée générale, etc. Mais est-ce qu'on arrive à pas être seulement dans le rapport sur l'année passée, mais à être vraiment dans ce temps où on fait le budget de l'année prochaine et où on réfléchit aux priorités, etc. Pas moi. Je ne sais pas vous, mais pas moi. En vrai, non. On rêve de le faire et on se dit à chaque fois, il faut vraiment qu'on le fasse. Mais c'est compliqué. C'est ça, le nez dans le guidon. Mais c'est là où le mécénat de compétences peut être intéressant, parce que si Sonia nous appelle et nous dit, tiens, il faut qu'on réfléchisse, qu'on passe... Allô, Olivier un week-end, non, mais ça y est, je t'appelle. Non, mais on voudrait réfléchir à ce que va devenir l'association dans 3 ans. Nous, on s'est organisé, on a une certaine forme de méthodologie de travail, ce qui fait qu'on peut permettre justement à un groupe de personnes de passer son temps juste sur la réflexion et pas de se dire oui, mais il faut qu'on trouve 1 heure pour y arriver. D'abord parce que ça ne suffira pas 1 heure. C'est ça. Non, c'est sûr. Et voilà. Mais j'en profite pour dire une question, vers qui se tourner pour être accompagné dans le développement stratégique? Il y a le mécénat de compétences Denis, mais non, mais tout le monde. Denis. Comment est-ce qu'il y a quel type de structure, d'association pourrait un peu rassembler les opportunités comme ça de mécénat de compétences ou autres? Qu'est-ce qu'il existe? Il y a Passerelle et compétences qui existent. Il y a l'association des fundraisers aussi qui propose des formations, des temps de réflexion. Après, il y a beaucoup de grandes entreprises qui proposent du mécénat de compétences. Donc, selon les entreprises, c'est plus ou moins... Enfin, il y en a, par exemple, qui vont proposer sur la fin de carrière de leurs salariés, ils leur proposent de choisir une association et effectivement d'aller passer 3 ans dans cette association à 85% de leur temps de travail, par exemple. Après, il y a d'autres grandes entreprises qui vont plutôt être sur vous avez droit à 1 jour par mois. D'autres, c'est 2 jours dans l'année. Néanmoins, souvent, c'est des gens extrêmement compétents dans leur domaine. Donc, c'est un petit peu être à la recherche, avoir un peu les antennes, à essayer de regarder, suivre. Parfois, il y a des annonces, des propositions qui se font de manière un peu officielle via LinkedIn. Et après, c'est un peu essayer de se renseigner par le bouche à oreille. Quelles sont les structures? Bon, Orange, par exemple, pour ne pas la citer, propose du mécénat de compétences de manière régulière. Donc, c'est aussi essayer de voir, de contacter. Il faut oser, quoi. Il faut oser aller sur LinkedIn, voir les grandes entreprises et finalement leur envoyer un message en leur demandant, en tapant bien sûr dans la direction, ça sert à rien d'aller... Enfin voilà, il faut quand même aller vers des postes de direction pour qu'on puisse avoir une réponse qualitative, mais aller leur demander est-ce que vous feriez du mécénat de compétences et quelles sont les conditions pour y accéder, tout simplement. Après, comme ce sont vraiment on est association d'intérêt général, donc si la structure intéresse, fatalement, la réponse, elle va venir. On en fait, on n'en fait pas. Là, il n'y a rien pour l'instant. Tiens, oui, on peut se rencontrer, on en discute. Mais je pense que là aussi, il faut oser, en fait.